Chapitre 51, lu par Aurélie Vétraud, qui traite de ce que raconta le chèvrier à tous ceux qui emmenaient Don Quichotte. À 3 lieues de ce vallon est un hameau qui, bien que fort petit, est un des plus riches qu'il y ait dans tous ses environs. Là demeurait un laboureur, homme très honorable, et tellement que bien qu'il soit communérant aux riches honorés, celui-là l'était plus encore pour sa vertu que pour sa richesse. Mais ce qui le rendait surtout heureux, à ce qu'il disait lui-même, c'était d'avoir une fille de beauté si parfaite, de si rare intelligence, de tant de grâce et de vertu, que tous ceux qui la voyaient s'étonnaient de voir de quelle merveilleuse qualité le ciel et la nature l'avaient enrichie. Toute petite, elle était déjà belle, et grandissant toujours en attrait, à 16 ans, c'était un prodige de beauté. La renommée de ses charmes commença à s'étendre dans les villages voisins. Que dis-je dans les villages? Elle arriva jusqu'aux villes éloignées, et pénétra jusque dans le palais des rois et dans l'oreille de toutes sortes de gens qui venaient de tous côtés la voir comme une chose surprenante ou comme une image miraculeuse. Son père la gardait soigneusement, et elle se gardait elle-même, car il n'y a ni serrure, ni cadenas, ni verrou qui puisse garder une jeune fille mieux que sa propre sagesse. La richesse du père et la beauté de la fille engagèrent bien des jeunes gens, tant du village que d'autres pays, à la lui demander pour femme. Mais lui, auquel il appartenait de disposer d'un si riche bijou, demeurait irrésolu. Sans pouvoir décider à qui des nombreux prétendants qui le sollicitaient, il en ferait le cadeau. J'étais du nombre, et vraiment, pour avoir de grandes espérances d'un bon succès. Il me suffisait de savoir que le père savait qui j'étais, c'est-à-dire né dans le même pays, de pur sang chrétien, à la fleur de l'âge, riche en patrimoine et non moins bien partagé du côté de l'esprit. Un autre jeune homme du même village et doué des mêmes qualités fit aussi la demande de sa main, ce qui tient en suspens la volonté du père, auquel il semblait qu'avec l'un ou l'autre de nous deux, sa fille serait également bien établie. Pour sortir de cette incertitude, il résolut de tout confier à Léandra. C'est ainsi que s'appelle la riche beauté qui m'a réduite à la misère. Faisant réflexion que, puisque nous étions égaux, il ferait bien de laisser sa fille chérie le droit de choisir à son goût, chose digne d'être imitée de tous les parents qui ont des enfants à marier. Je ne dis pas qu'ils doivent laisser choisir entre de mauvais partis, mais leur en proposer de bons et de sortables et les laisser ensuite prendre à leur gré. Je ne sais pas quel choix fit Léandra. Je sais seulement que le père nous amusa tous les deux, avec la grande jeunesse de sa fille, et d'autres paroles générales, qui sans l'obliger ne nous désobligeaient pas non plus. Mon rival se nomme Anselme, et moi, je m'appelle Eugène, afin que vous preniez connaissance des noms des personnages qui figurent dans cette tragédie, dont le dénouement n'est pas encore venu, mais qui ne peut manquer d'être sanglant et désastreux. À cette époque, il arriva dans notre village un certain Vincent de la Rocca, fils d'un pauvre paysan de l'endroit, lequel Vincent revenait des Italies et d'autres pays où il avait servi à la guerre. Il n'avait pas plus d'une douzaine d'années quand il fut emmené du village par un capitaine qui vint à passer avec sa compagnie. Et 12 ans plus tard, le jeune homme revint au pays, habillé à la militaire, chamarré de 1000 couleurs et tout historié de joyaux de verroterie et de chaînettes d'acier. Aujourd'hui, il mettait une parure, demain une autre, mais c'était toujours des fanfreluches de faible poids et de moindre valeur. Les gens de la campagne, qui sont naturellement malicieux, et plus que la malice même quand le loisir ne leur manque pas, notèrent et comptèrent point à point ses hardes et ses bijoux. Ils trouvèrent que, de compte fait, il avait 3 habillements de différentes couleurs, avec les bas et les jarretières. Mais il en faisait tant de mélanges et de combinaisons que si on ne les eût pas comptés, on aurait bien juré qu'il avait étalé à la file au moins 10 paires d'habits et plus de 20 panaches. Je n'allais pas croire qu'il y ait de l'indiscrétion et du bavardage en ce que je vous conte de ces habits, car ils jouent un grand rôle dans cette histoire. Il s'asseyait sur un banc de pierre qui est sous le grand peuplier de la place, et il nous tenait tous la bouche ouverte au récit des exploits qu'il se mettait à nous raconter. Il n'y avait pas de pays sur la terre entière qu'il n'eût vu, pas de bataille où il ne se fût trouvé. Il avait tué plus de morts, à ce qu'il disait, que n'en contient Maroc et Tunis, et livré plus de combats singuliers que Gant y Luna. Plus que Diego Garcia de Paredes, plus que 1000 autres guerriers qu'il nommait. Et de tous ces combats, il était sorti victorieux, sans qu'on lui eût tiré une seule goutte de sang. D'un autre côté, il nous montrait des marques de blessures, auxquelles personne ne voyait rien,
mais qu'il disait être des coups d'arquebuse reçus en diverses rencontres. Finalement, avec une arrogance inouïe, il tutoyait ses égaux et ceux mêmes qui le connaissaient. Il disait que son bras était son père, et ses œuvres sa noblesse, et qu'en qualité de soldat, il ne devait rien au roi lui-même. Il faut ajouter à ses impertinences qu'il était un peu musicien, et qu'il raclait d'une guitare, de façon qu'aucun disait qu'il la faisait parler. Mais ce n'est pas encore la fin de ses mérites, il était poète par-dessus tout le marché. Et de chaque enfantillage qui se passait au pays, il composait une complainte qui avait une lieue et demie d'écriture. Enfin donc, ce soldat que je viens de vous dépeindre, ce Vincent de la Rocca, ce brave, ce galant, ce musicien, ce poète, fut maintes fois aperçu et regardé par Léandra, d'une fenêtre de sa maison qui donnait sur la place. Voilà que les oripeaux de ses riches uniformes la séduisent, que ses complaintes l'enchantent, et qu'elle donne plein de croyance aux prouesses qu'il rapportait de lui-même. Finalement, puisque le diable sans doute l'ordonnait de la sorte, elle s'amouracha de lui, avant qu'il eût seulement senti naître la présomptueuse envie de la courtiser. Et comme dans les affaires d'amour il n'en est point qui s'arrangent plus facilement que celles où provoque le désir de la dame, Léandra et Vincent se mirent bientôt d'accord, avant qu'aucun des nombreux prétendants de la belle pût avoir vent de son projet. Il était déjà réalisé. Elle avait quitté la maison de son cher et bien-aimé père, sa mère n'existait plus, et s'était enfuie du village avec le soldat, qui sortit plus triomphant de cette entreprise que de toutes celles dont il s'appliquait la gloire. L'événement surprit tout le village, et même tous ceux qui en eurent ailleurs connaissance. Je restai stupéfait. Anselme confondu, le père triste, les parents outragés, la justice éveillée, et les archers en campagne. On battit les chemins, on fouilla les bois, et enfin, au bout de 3 jours, on trouvera la capricieuse Léandra dans le fond d'une caverne de la montagne, nue en chemise, et dépouillée de la somme d'argent et des précieux bijoux qu'elle avait emportés de chez elle. On la ramena devant son déplorable père, et là elle fut interrogée sur sa disgrâce. Elle avoua sans contrainte que Vincent de la Rocca l'avait trompée, que sous le serment d'être son mari, il lui avait persuadé d'abandonner la maison de son père, lui promettant de la conduire à la plus riche et à la plus délicieuse ville de tout l'univers qui est Naples. Qu'elle, alors, imprudente et séduite, crut à ces paroles et qu'après avoir volé son père, elle se livra au pouvoir du soldat, la nuit même où elle avait disparu. Pardon. Que celui-ci la mena au plus âpre de la montagne, et qu'il l'enferma où on l'avait trouvée. Elle conta alors comment le soldat, sans lui ôter l'honneur, l'avait dépouillée de tout ce qu'elle possédait, et la laissant dans la caverne avait disparu, événement qui redoubla la surprise de tout le monde. Certes, Seigneur, il n'était pas facile de croire à la continence du jeune homme, mais elle affirma et jura si solennellement qu'il ne s'était livré à nulle violence que cela suffit pour consoler le père désolé, lequel ne regretta plus les richesses qu'on lui emportait, puisqu'on avait laissé à sa fille le bijou qui, une fois perdu, ne se retrouve jamais. Le même jour que Léandra fut ramenée, son père la fit disparaître à tous les regards. Il alla l'enfermer dans un couvent d'une ville qui est près d'ici, espérant que le temps affaiblirait la mauvaise opinion que sa fille avait fait naître sur son compte. La jeunesse de Léandra servit d'excuse à sa faute, du moins aux yeux des gens qui n'ont nul intérêt à la trouver bonne ou mauvaise. Pour ceux qui connaissaient son esprit et son intelligence éveillée, ils n'attribuèrent point son péché à l'ignorance, mais à sa légèreté et à l'inclination naturelle des femmes, qui est, la plupart du temps, au rebours de la sagesse et du bon sens. Léandra, une fois enfermée, les yeux d'Anselme devinrent aveugles, ou du moins n'eurent plus rien à voir qui leur causât du plaisir. Les miens restèrent aussi dans les ténèbres, sans aucune lumière qui leur montrât quelque chose d'agréable. En l'absence de Léandra, notre tristesse s'augmentait à mesure que s'épuisait notre patience. Nous maudissions les parures du soldat, nous détestions l'imprudence et l'aveuglement du père. Finalement, Anselme et moi, nous tombâmes d'accord de quitter le village et de nous en venir à ce vallon. Il y fait paître une grande quantité de moutons qui sont à lui, et moi un nombreux troupeau de chèvres qui m'appartient également, et nous passons la vie au milieu de ces arbres, tantôt donnant carrière à notre amoureuse passion, tantôt chantant l'ensemble, les louanges ou le blême de la belle Léandra, tantôt soupirant dans la solitude, confiant nos plaintes au ciel insensible. À notre imitation, beaucoup d'autres amants de Léandra sont venus se réfugier en ces âpres montagnes,
et s'y adonner au même exercice que nous. Ils sont tellement nombreux qu'on dirait que cet endroit est devenu la pastorale Arcadie, tant il est rempli de bergers et d'étables, et nulle part on ne cesse d'y entendre le nom de la belle Léandra. Celui-ci la charge de malédiction, l'appelle capricieuse, légère, évaporée. Celui-là lui reproche sa coupable facilité. Tel l'absout et lui pardonne. Tel la blâme et la condamne. L'un célèbre sa beauté, l'autre maudit son humeur. En un mot, tous la flétrissent de leurs injures et tous l'adorent. Et leur folie s'étend si loin que tel se plaint de ses dédains sans lui avoir jamais parlé, et tel autre se lamente en éprouvant la poignante rage de la jalousie, sans que jamais elle en ait eu donné à personne, puisque son péché, comme je l'ai dit, fut connu avant son désir de le commettre. Il n'y a pas une grotte, pas un trou de rocher, pas un bord de ruisseau, pas une ombre d'arbre où l'on ne trouve quelque berger qui raconte au vent ses infortunes. L'écho, partout où il se forme, redit le nom de Léandra. Léandra, répètent les montagnes. Léandra, murmurent les ruisseaux. Et Léandra nous tient tous indécis, tous enchantés, tous espérant sans espérance et craignant sans savoir ce que nous avons à craindre. Parmi tous ces hommes en démence, celui qui montre à la fois le plus et le moins de jugement, c'est mon rival, Anselme. Ayant à se plaindre de tant de choses, il ne se plaint que de l'absence, et au son d'une viole dont il joue à ravir, en des vers où se déploient les grâces de son esprit, il se plaint en chantant. Moi je suis un chemin plus commode et plus sage. À mon avis, celui de médire hautement de la légèreté des femmes, de leur inconstance, de leur duplicité, de leurs promesses trompeuses, de leur foi violée. Enfin, du peu de goût et de tact qu'elles montrent en plaçant leurs pensées et leur affection. Voilà, Seigneur, à quel propos me sont venues à la bouche les paroles que j'ai dites. En arrivant à cette chèvre, qu'en sa qualité de femelle j'estime peu, bien que soit la meilleure de tout mon troupeau. Voilà l'histoire que j'ai promis de vous raconter. Si j'ai été trop long à la dire, je ne serai pas court à vous offrir mes services. Ici près est ma bergerie. J'y ai fait du lait frais, du fromage exquis et des fruits divers non moins agréables à la vue que savoureux au goût.